Comme promis, l'histoire des Juifs de France, un nouvel épisode tous les matins sur Radio J. C'est votre rendez-vous histoire incontournable. Tous les jours, nous explorons en effet un chapitre connu ou méconnu lié à la communauté juive dans l'Hexagone, des origines de la présence juive à nos jours. Et après les Antilles et la Louisiane, eh bien, nous voyageons à nouveau aujourd'hui en direction plus précisément du Québec. Et oui, car depuis le XVIIIe siècle, des Juifs français s'y sont installés et le premier habitant est une femme du nom d'Esther Brando. Alors nous allons aborder tout cela ce matin, mais d'abord Christophe, peut-être une question se pose, depuis quand les Français sont présents au Canada ? Eh bien, après une première expédition qui avait été menée pour le compte de l'Angleterre par Jean Cabot en 1497, le premier à tracer la carte de la côte atlantique du Canada, c'est le fameux Jacques Cartier au milieu du XVIe siècle qui marque la présence française au Canada. À partir de l'année 1534, il traverse 3 fois l'Atlantique et revendique les terres découvertes au nom de François Ier, et le nom Canada vient des hommes capturés qui prononcent le mot iroquois Kanata, qui signifie village. À partir de là apparaît le nom Canada sur les cartes, le Canada qui fait partie de ce que l'on appelle la Nouvelle-France, cet ensemble de territoires français situés en Amérique. Et alors que les Anglais explorent en parallèle des terres inconnues dans la région, les Français poursuivent à la fin du XVIe siècle leur exploration avec pour objectif de fonder des comptoirs commerciaux. Ils explorent en particulier les rives du fleuve Saint-Laurent. En 1608, la ville de Québec est fondée par Samuel de Champlain. Les Français et les divers peuples canadiens font ensemble du commerce, surtout de la traite des fourrures. Le principe de l'organisation du commerce est simple. En échange d'un monopole institué par les autorités sur le territoire, des investisseurs privés forment une compagnie à actions qui peut agir dans la colonie, protégée par la couronne. Mais les Juifs ne sont pas autorisés à peupler la Nouvelle-France et donc le Canada. En 1627, le cardinal de Richelieu, principal ministre et éminence grise du roi Louis XIII, proclame que tous les non-catholiques sont exclus de la Nouvelle-France. Et les Juifs, bien sûr, en font partie, ainsi que les Huguenots, les protestants, alors qu'au même moment est créée la Compagnie des 100 associés, dont le principe est d'encadrer la colonie uniquement par des catholiques et dont la mission est d'évangéliser et d'éduquer les populations locales pour en faire de parfaits chrétiens. Louis XIV va d'ailleurs réitérer à son tour cet interdit aux Juifs. Ce sera en 1695 sur recommandation de Colbert. C'est une décision absurde, car les Juifs ne représentent aucune menace pour les habitants de la colonie puisqu'ils sont en petit nombre dans les territoires britanniques environnants, même si tout au long du XVIIe siècle, certains ont parlé, c'est vrai, d'une présence juive en Amérique qui remonterait à longtemps. En effet, c'est ce que l'on peut lire dans l'ouvrage Les Juifs de Québec, 400 ans d'histoire de Pierre Anctil et Simon Jacobs. Un certain Marc Lescabot, qui connaît l'hébreu, qui s'est rendu en Nouvelle-France, écrit d'ailleurs en 1609 une histoire de la Nouvelle-France dans laquelle il évoque les origines possiblement juives des premiers habitants du Canada qui danseraient, je cite, comme des Israélites, et des mots utilisés par les autochtones qui ressemblent selon lui à des mots en hébreu. Il est certain que des Français sont venus s'installer illégalement en Nouvelle-France pour fuir les discriminations en vigueur dans le royaume en se faisant passer pour des chrétiens comme ceux qui venaient d'Espagne après leur expulsion en 1492. Mais nous n'avons pas de preuves en raison du fait, Christophe, que les Juifs ne peuvent pas s'afficher comme tels sous peine d'expulsion. En effet, toutefois en 2003, dans le magazine de la communauté séfarade unifiée du Québec, Voix séfarade, un certain Jean-Marie Gélinas, un Québécois francophone, a découvert que l'un de ses ancêtres est arrivé en Nouvelle-France au XVIIe siècle, donc la période qui nous intéresse, avec d'ailleurs une identité non catholique depuis la ville de Saintes, près de Bordeaux, berceau de sa famille. Le patronyme Gélino était une distorsion du surnom juif Élie. Vous parliez de Bordeaux, Christophe, on peut penser que c'est de là, comme de Bayonne aussi, deux villes qui abritent d'importantes communautés juives, que des Juifs ont pu partir pour la Nouvelle-France. Effectivement, ce sont des ports de l'Atlantique, donc faciles d'accès pour rejoindre le Canada. Et puis les Juifs de Bordeaux et de Bayonne, descendants de ceux qui ont fui l'Espagne en 1492, sont censés être catholiques, ce qui leur permet de contourner les interdits royaux. Sans doute, oui. On en a la preuve d'ailleurs avec un financier bordelais et armateur du roi, Abraham Gradis. Il est très actif dans les échanges avec le Canada lors de la guerre de succession d'Autriche en 1740. Il obtient du surintendant du commerce l'exclusivité des échanges avec la Nouvelle-France et il crée en 1748 la Société du Canada qui arme et charge pour le roi, avec comme associé l'intendant de la Nouvelle-France et le contrôleur officiel de la mairie à Québec. Mais il ne s'installe pas sur place et donc
du coup on peut penser qu'aucun des membres de sa famille n'en a fait autant par la suite. À l'été 1738, une présence juive est enfin attestée officiellement au Canada, celle d'une jeune femme d'une vingtaine d'années du nom donc d'Esther Brandeau. Elle a embarqué à La Rochelle, elle arrive dans le port de Québec déguisée en garçon. Elle se fait alors appeler Jacques Lafargue et se présente comme marin. Alors évidemment, on ne sait pas beaucoup de choses sur elle, on ne sait même pas notamment les raisons qui l'ont poussée à partir pour la Nouvelle-France. On sait sans doute qu'elle est née à Bayonne et qu'elle est d'origine espagnole. Mais évidemment, à peine arrivée, Esther est démasquée et confiée par les autorités à la garde des sœurs Augustines de l'hôpital général de Québec. Ça sent la tentative de conversion au catholicisme. Alors Esther Brandeau va-t-elle se convertir justement pour rester au Canada? Non, elle refuse et du coup, ordre lui est donné bien sûr qu'elle soit renvoyée en France immédiatement. Le gouverneur de la Nouvelle-France, Gilles Hoccart, écrit alors: j'ai de nouveau interrogé cette fille pour découvrir la vérité. Elle est si volage qu'elle n'a pu s'accommoder ni à l'hôpital général ni dans plusieurs autres maisons particulières où je l'avais fait mettre. Elle a tant de légèreté qu'elle a été en différents temps aussi docile que revêche aux instructions que les ecclésiastiques zélés ont voulu lui donner. Je n'ai d'autre parti à prendre que de la renvoyer en France. Et finalement, au bout d'un an, Esther Brandeau quitte le Canada aux frais du roi Louis XV et on peut dire que c'est un modèle pour les Juifs désireux d'émigrer malgré les difficultés à l'arrivée. Je vous cite l'ouvrage Les Juifs de Québec, 400 ans d'histoire. Esther Brandeau n'a pas hésité à s'élever contre l'idée que la colonie était réservée aux tenants de la foi catholique et aux seuls sujets du roi de France. Si elle est passée en coup de vent, elle n'en a pas moins laissé l'impression d'une résistance farouche et spontanée à toute forme d'atteinte à la liberté de conscience. Un modèle donc à suivre. Et oui, à cette même période, les Anglais et les Français s'affrontent pour devenir par ailleurs les maîtres de l'Amérique du Nord et donc du commerce. La guerre éclate en 1759, remportée par les Britanniques. Le traité de Paris est signé en 1763 et marque la réconciliation de la France et de la Grande-Bretagne. Les francophones catholiques doivent cohabiter avec les protestants de l'Empire britannique qui dominent désormais le Canada, qui a d'ailleurs le nouveau nom, je crois, de province du Québec. Et oui, exactement. Et c'est grâce aux Anglais, justement, que les premiers Juifs s'installent au Canada. En effet, même si un édit d'expulsion des Juifs était en vigueur depuis 1290 en Angleterre, les Juifs sont autorisés de longue date dans les colonies britanniques, comme hollandaises d'ailleurs. On en parlait d'ailleurs dans un épisode précédent. Et pour preuve, en 1654, une première congrégation juive de rites séfarades est fondée à la Nouvelle-Amsterdam, qui deviendra New York. Une première synagogue est érigée à Montréal en 1768 et même un cimetière quelques années plus tard. Mais vous le voyez, les Anglais sont très en avance, les Juifs venus d'Angleterre, par rapport aux Juifs français qui sont très très peu nombreux à l'époque. Et les Juifs anglophones qui arrivent au Canada sont bientôt imités par des Juifs français essentiellement venus de l'Atlantique, des ports de Bordeaux et Bayonne, même si une concurrence s'instaure pour le monopole du commerce, notamment de la fourrure. Oui, même s'ils sont encore assez peu nombreux, effectivement, dans ces années-là, ils commencent à arriver grâce effectivement à ces plaques fortes, ces plaques tournantes du commerce que sont Bordeaux et Bayonne. Mais vous le savez, c'est aussi une époque de conflit. Alors conflit, bien sûr, avec les populations dites autochtones, et puis conflit finalement entre colonies. Et c'est ainsi qu'en 1776, une nouvelle guerre éclate lorsque les 13 colonies britanniques au sud du Québec proclament leur indépendance et forment ce qu'on va appeler les États-Unis. C'est le début d'une guerre de 7 ans, la guerre d'indépendance, et où plus de 40 000 personnes fidèles à la couronne britannique, qu'on appelle les loyalistes, fuient l'oppression de la Révolution américaine. Parmi ces loyalistes, on trouve des Juifs, et inversement, des Juifs décident de rester sur le territoire de ce qui va devenir quelques années plus tard les États-Unis. Donc cette forte communauté américaine, juive américaine que l'on connaît, ses racines dans ce XVIIIe siècle qui se termine progressivement. Eh bien, merci beaucoup Christophe Dard pour ce nouvel épisode de l'histoire des Juifs de France. Un rendez-vous que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter et à apprécier. Au prochain numéro, je crois, Christophe, que nous parlerons des relations, des rapports entre les philosophes des Lumières et les Juifs. Eh oui, ce sera en 2 étapes, Ilana. D'abord avec Voltaire. Vous savez qu'il a laissé des écrits très controversés qui suscitent encore le débat aujourd'hui au sein notamment de la communauté d'historiens, puisqu'il faut laisser parler les historiens avant tout. Ils connaissent mieux leur sujet que d'autres. Et ensuite avec d'autres philosophes, à savoir Montesquieu, Rousseau et Diderot. Ça va être très amusant parce qu'ils vont jouer aussi un rôle important dans ce qui va se passer en 1791. La fameuse émancipation des Juifs, date très importante, mais on ne va pas aller trop vite. Ce sera dans les prochains épisodes à venir. Vous nous avez très bien teasé en tout cas, Christophe. Merci beaucoup. C'était donc l'épisode de l'histoire des Juifs de France. Nouvel épisode à retrouver en podcast sur notre site internet radioj.fr.